Le cabinet médical, au dernier étage du plus haut gratte-ciel de la Défense, offrait des fenêtres qui embrassaient l'horizon tout entier. De là-haut, l'agglomération parisienne s'étendait à perte de vue. Les gratte-ciels perçaient les nuages, et le monde semblait trop petit pour contenir une telle ambition humaine. Mais ce matin de septembre, Cheikh Karim Al-Zahrani ne voyait rien de tout cela. Ses yeux noirs, qui avaient jadis intimidé des ministres et brisé des empires commerciaux d'un seul regard, se fixaient sur les mains du docteur Henri Dubois, des mains qui tremblaient légèrement en tenant l'enveloppe des résultats d'examen. 30 jours, Votre Excellence. La voix du médecin sortit faible, presque un murmure, peut-être moins. Le cancer est trop avancé. Il n'y a pas de chirurgie. Pas de traitement, pas de miracle. Karim compléta, et sa voix sonna étrangement calme, comme la surface d'un lac avant la tempête. Vous êtes en train de me dire qu'il n'y a pas de miracle, Henri? Le médecin baissa la tête, 23 ans à prendre soin de la santé du cheikh des Émirats, et il devait maintenant lui annoncer une sentence de mort comme un simple document commercial. Je suis profondément désolé. Nous pouvons vous rendre confortable, contrôler la douleur, assurer que les derniers jours soient dignes. Karim laissa échapper un son qui aurait pu être un rire, mais qui sortit aussi amer que la bile. Mes jours n'ont jamais été dignes, Henri. Ils ont juste été productifs. Le cheikh se leva de la chaise en cuir italien, ses mouvements toujours majestueux, malgré la maladie qui rongeait déjà ses entrailles. Il avait 52 ans, mesurait 1,85, et même malade, il irradiait cette présence qui faisait taire les foules instinctivement. Sa candoura blanche était immaculée. Son kéfier était maintenu par un agale en or véritable, et ses chaussures italiennes n'avaient jamais connu la poussière des rues ordinaires. Tout en lui criait le pouvoir, la richesse, l'intouchabilité. Mais quand il regarda de nouveau par la fenêtre, voyant sa propre ville s'étendre à ses pieds comme un royaume qui allait bientôt perdre son roi, Karim Al-Zahrani ressentit quelque chose que l'argent n'avait jamais pu acheter et que le pouvoir n'avait jamais pu éloigner. La peur non pas de la mort en soi. La mort n'était qu'une affaire à conclure, un contrat final que tout le monde signe un jour. Ce qui l'effrayait, c'était la conscience soudaine et dévastatrice qu'il n'avait jamais vécue. 52 ans d'existence, et qu'avait-il à montrer? 12 entreprises multinationales, 4 palais sur 3 continents, une collection de voitures valant plus que le budget annuel de petites nations, des actions, des investissements, des propriétés, des chiffres sur des écrans, des papiers signés, des fortunes qui croissaient d'elles-mêmes pendant qu'il dormait et rien d'autre. Pas d'épouse l'attendant à la maison, pas d'enfant courant l'embrasser, pas de véritable ami qui le visiterait par affection, non par intérêt, juste des employés efficaces, des médecins bien rémunérés, des avocats précis, des gardes du corps silencieux, des gens dont la vie dépendait de lui, mais qui disparaîtraient comme de la fumée le jour où son cœur cesserait de battre. Qui viendra à mes funérailles, Henri? La question sortit avant que Karim ne puisse la retenir, et, pour la première fois depuis des décennies, sa voix portait quelque chose d'autre que l'autorité. Elle portait la douleur. Le médecin hésita, les mots coincés dans sa gorge. Tous deux connaissaient la réponse. Il y aurait des centaines de personnes, peut-être des milliers, des dirigeants, des hommes d'affaires, des diplomates, tous en noir, tous avec des visages solennels, tous faisant les déclarations appropriées pour les caméras, et aucun d'eux ne pleurerait vraiment. Aucun d'eux ne ressentirait le vide que son absence laisserait, car il n'avait jamais rempli d'espace dans les cœurs humains, seulement dans les coffres forts et les salles de réunion. Votre Excellence a un héritage. Henri commença, mais Karim l'interrompit d'un geste sec de la main. Héritage. Le mot sortit comme du poison. Des bâtiments à mon nom, des fondations caritatives que mes avocats administrent, des bourses d'études pour des jeunes que je ne rencontrerai jamais. Ce n'est pas un héritage, Henri, c'est de la publicité posthume. C'est de la vanité déguisée en générosité. Le cheikh marcha jusqu'à la fenêtre, pressant la paume de sa main contre la vitre froide.
En bas, la ville grouillait. Des gens vivaient, aimaient, se disputaient, riaient, pleuraient. Des gens dont la vie ne valait pas un centième de la sienne en termes monétaires, mais qui ressentaient probablement plus en un seul jour que lui n'avait ressenti de toute son existence soigneusement contrôlée. Quand est-ce que quelqu'un m'a tenu la main sans intérêt pour la dernière fois? Il parla si bas qu'Henri dut se pencher pour l'entendre. Quand est-ce que quelqu'un m'a regardé et a vu un homme, pas un compte en banque? Quand est-ce que j'ai ri, que j'ai pleuré, que j'ai ressenti quoi que ce soit d'autre que ce vide? Le souvenir vint sans prévenir, aussi aiguisé que du verre brisé. Il avait 7 ans, assis sur les genoux de sa mère, la dernière fois que quelqu'un l'avait serré dans ses bras sans arrière-pensée. Elle chantait une vieille chanson en arabe. Ses doigts peignaient ses cheveux et le monde semblait sûr. 3 mois plus tard, elle mourut, et son père l'envoya immédiatement dans un internat en Suisse. Les larmes sont pour les faibles. Son père lui avait dit « Tu es un Al-Zahrani, apprends à commander, pas à ressentir. » Et il avait appris. Dieu comme il avait bien appris. Il s'était transformé en marbre, en acier, en glace. Il avait conquis des empires financiers pendant que ses camarades jouaient encore. Il avait multiplié la fortune familiale à peine âgé de 25 ans. Il était devenu une légende, un mythe, un symbole de succès absolu, et ce faisant, il avait assassiné le garçon qui, un jour, n'avait désiré qu'être aimé. 30 jours. Karim répéta, savourant l'amertume des mots. Et qu'en ferais-je? Plus de réunions, plus d'acquisitions, je mourrais en révisant des feuilles de calcul? Henri resta silencieux. Il n'y avait pas de réponse médicale à cette question. Le cheikh se retourna brusquement et, pour la première fois depuis des décennies, ses certitudes se brisèrent comme du sable entre les doigts. Il avait 30 jours, peut-être 28, peut-être 20, et pour la première fois de sa vie, il ne savait pas quoi faire. Il n'y avait pas de stratégie commerciale pour cela. Il n'y avait pas de consultant qui pouvait conseiller. Il n'y avait pas d'argent qui pouvait acheter la solution. « Je veux vivre », dit-il, et les mots sonnèrent aussi étranges dans sa bouche qu'une langue oubliée. Avant de mourir, Henri, je dois vivre. Même si ce n'est qu'un mois, même si ce n'est qu'une semaine, je dois ressentir quelque chose de vrai. Mais comment? Comment un homme qui avait construit des murs si hauts autour de son cœur pouvait-il les démanteler à temps? Comment quelqu'un qui n'avait jamais laissé personne s'approcher vraiment pouvait-il maintenant trouver une connexion authentique? Comment pouvait-il, avec les miettes de temps qui lui restaient, récupérer ce qu'il avait négligé toute sa vie? La réponse, quand elle vint, fut aussi simple qu'effrayante. Il ne pouvait pas faire cela seul. Il aurait besoin de quelqu'un, pas un employé, pas un intéressé, quelqu'un de réel, quelqu'un qui ne connaissait pas son nom ou sa fortune, quelqu'un qui pourrait le regarder et ne voir qu'un homme. « Il y a une infirmière », Henri dit soudainement comme s'il lisait ses pensées. « Espagnole, elle travaille à l'hôpital où nous traitons les cas terminaux. Elle est différente. » Karim haussa un sourcil. « Différente comment ?» « Elle se soucie vraiment. J'ai vu des infirmières compétentes, des professionnels excellents, mais elle... » Henri hésita, cherchant les mots justes. « Elle tient les mains des patients quand ils meurent, parle avec eux de leur vie, pleure avec eux pour eux, non par obligation, parce qu'elle ressent. » Comment s'appelle-t-elle? Hélène Moreau. Le nom plana dans l'air comme une promesse, ou peut-être une dernière espérance. Karim ferma les yeux, sentant pour la première fois le poids réel de sa mortalité. 30 jours. Peut-être serait-ce suffisant, peut-être pas, mais pour la première fois de sa vie, méticuleusement planifiée, il allait faire quelque chose de complètement impulsif, absolument sans garantie, irrévocablement humain. Il allait vivre et mourir, mais pas seul, pas cette fois. Hélène Moreau se rinça les mains pour la 10e fois ce matin-là, observant l'eau rosée s'écouler dans le siphon. Ce n'était pas du sang, juste le résidu d'un autre patient, d'une autre vie qui lui glissait entre les doigts, comme du sable. 27 ans à travailler comme infirmière, en soins palliatifs. Et elle n'avait toujours pas réussi à développer la distance professionnelle que ses collègues louaient comme essentielle. Vous vous attachez trop.
Sa superviseure répétait constamment. Vous ne pouvez pas tous les sauver, Hélène. En fait, vous ne pouvez en sauver aucun. Notre travail est juste de rendre le passage moins douloureux. Mais comment ne pas s'attacher? Comment tenir la main ridée d'une dame de 83 ans qui pleurait son mari mort il y a 50 ans et ne pas sentir son cœur se briser? Comment nettoyer le visage d'un homme de 40 ans qui ne connaîtrait jamais ses petits-enfants et ne pas ramener cette tristesse à la maison? Hélène leva les yeux vers le miroir de la salle de bain de l'hôpital. La femme qui la regardait en retour avait 42 ans, des cheveux châtains attachés en un chignon pratique, des cernes permanents sous des yeux marrons fatigués et des rides qui semblaient des sillons creusés par la tristesse d'autrui. Quand avait-elle vraiment souri pour la dernière fois? Quand avait-elle vécu quelque chose au-delà du couloir entre son minuscule appartement et cet hôpital implacable? Sa mère était morte quand elle avait 19 ans, cancer du sein, 3 ans d'agonie lente. Hélène avait abandonné la faculté de littérature pour s'occuper d'elle, apprenant par nécessité ce qui deviendrait plus tard sa profession. Puis vint son père, un AVC à 61 ans. Puis sa tante Colette, qui l'avait élevée comme une seconde mère. Puis les patients. Des centaines d'entre eux, chaque visage gravé dans sa mémoire, comme des photographies dans un album qu'elle ne pourrait jamais fermer. Entreprendre soin des mourants, quel espace restait-il pour vivre? Aucun roman qui durait plus de 3 mois, des hommes qui fuyaient quand ils réalisaient qu'elle rentrait du travail en parlant de mort, comme d'autres parlent du trafic. Aucun enfant, car comment pourrait-elle donner la vie au monde quand elle passait ses journées à en être le témoin de la fin? Aucune ambition au-delà de terminer son service sans s'effondrer. « Hélène !» La voix de la réceptionniste la tira de ses pensées. « Il y a un homme ici. Il dit qu'il a besoin de vous parler d'urgence. » Elle sécha ses mains sur sa blouse blanche déjà jaunie par tant de lavage et sortit de la salle de bain. Le couloir de l'hôpital sentait le désinfectant et le désespoir contenu, une odeur qui avait cessé de la déranger depuis longtemps. Ses baskets à semelles en caoutchouc ne faisaient aucun bruit sur le sol en linoléum, tandis qu'elle marchait vers la réception. L'homme qui l'attendait semblait complètement déplacé dans ce décor de murs écaillés et de chaises en plastique. Costume gris parfaitement coupé, cravate de soie discrète, cheveux gris peignés avec une précision militaire. Il tenait une mallette en cuir et avait cette posture droite qui criait l'argent et le pouvoir, même sans mots. « Madame Moreau », il lui tendit formellement la main. « Mon nom est maître Antoine Leclerc. Je suis l'avocat de Cheikh Karim Al-Zahrani. » Hélène serra sa main confuse. « Cheikh, excusez-moi, je crois qu'il y a une erreur. »« Non, il n'y a pas d'erreur. » Maître Leclerc ouvrit sa mallette en retirant une épaisse enveloppe. « Mon client souhaite employer vos services pour une période d'environ 30 jours. » 30 jours? Hélène fronça les sourcils. « Maître Leclerc, je travaille ici, j'ai des patients, des responsabilités, je ne peux pas simplement... » Nous avons déjà discuté avec la direction de l'hôpital. Ils ont accepté de vous libérer avec rémunération, naturellement. Il marqua une pause, ses yeux mesurant sa réaction. Mon client est prêt à payer 50 000 € par semaine, 200 000 € pour le mois complet. Le monde d'Hélène sembla s'incliner légèrement sur son axe. 200 000 €, elle gagnait 23 000 € par an. Cet homme lui offrait presque 10 ans de salaire pour un mois de travail. C'est ridicule, réussit-elle à dire, sa voix lui semblant lointaine. Quel genre de service vaudrait autant d'argent? Une compagnie. Maître Leclerc répondit simplement. Mon client est en train de mourir. Il lui reste au maximum 30 jours à vivre et il ne veut pas passer ses jours seul. Hélène s'assit lentement sur l'une des chaises en plastique, ses jambes soudainement faibles. Il veut une infirmière privée? Pas exactement. Il a des médecins, des infirmières, toute l'équipe médicale que l'argent peut acheter. Maître Leclerc s'assit à côté d'elle, sa voix baissant. Ce qu'il n'a pas, Madame Moreau, c'est quelqu'un qui se soucie vraiment, quelqu'un qui voit un homme, pas un patient. Quelqu'un qui
qui soit présente. Pour moi ?» La question sortit presque comme un murmure. « Le docteur Henry a mentionné votre nom. Il a dit que vous étiez différente, que vous ressentiez vraiment. » Maître Leclerc hésita comme si les mots suivants étaient difficiles. « Mon client ne veut pas de pitié professionnelle ou de compassion apprise, il veut quelque chose de réel, de vrai, même si ce n'est que pour quelques semaines. » Hélène regarda ses propres mains, des mains qui avaient fermé tant d'yeux, qui avaient tenu tant de doigts tremblants dans les derniers instants, des mains qui connaissaient la texture de la mort mieux que toute autre chose. Et qu'attend-il exactement de moi? Voyager avec lui, parler avec lui, être à ses côtés. Maître Leclerc sortit un autre document de sa mallette. Il veut voir certains endroits avant de mourir. Paris, peut-être, les montagnes suisses, la côte espagnole, des endroits qu'il a achetés, investis, mais jamais vraiment visités, pas comme un touriste, pas comme un être humain. Il veut que je sois quoi? Une accompagnatrice? Il y avait une pointe d'indignation dans sa voix. Il veut que vous soyez vous-même, une personne réelle aux côtés d'une autre personne réelle. Maître Leclerc la regarda directement. « Madame Moreau, mon client est l'un des hommes les plus riches du monde. Il peut avoir tout ce que l'argent achète, mais ce dont il a le plus besoin maintenant, c'est exactement ce que l'argent ne peut pas acheter. Une présence authentique, une connexion humaine, quelqu'un qui ne disparaît pas quand le compte en banque se vide ou dans ce cas, quand le cœur s'arrête de battre. » Hélène ferma les yeux. 200 000 €. Avec cet argent, elle pourrait enfin payer les dettes médicales qu'elle traînait encore de la maladie de son père. Elle pourrait voyager, quelque chose qu'elle n'avait jamais fait, sauf pour des funérailles de parents éloignés. Elle pourrait, et pour la première fois en 42 ans, respirer sans sentir le poids constant du besoin financier écraser sa poitrine. Mais il y aurait un prix émotionnel. Elle le savait parce que, peu importe combien elle essayait de se protéger, peu importe combien de fois elle se répétait que ce n'était qu'un travail, Hélène savait qu'elle s'attacherait. Elle s'attachait toujours, et cette fois, elle ne serait pas amortie par la distance professionnelle ou la routine de l'hôpital. Elle vivrait avec lui, voyagerait avec lui, le connaîtrait vraiment, et puis il mourrait. « Combien de temps ai-je pour décider ?» Sa voix sortit rauque. « Il aimerait partir demain matin si vous acceptez. » Maître Leclerc posa l'enveloppe sur ses genoux. La moitié du paiement maintenant, en signe de bonne foi, la moitié à la fin, quelle que soit la durée réelle. Hélène ouvrit l'enveloppe avec des doigts tremblants. À l'intérieur, il y avait un chèque de 100 000 €. 100 000. Elle avait déjà vu des gens mourir faute de pouvoir payer des traitements qui coûtaient une fraction de cela. Et là, elle tenait entre ses mains plus d'argent qu'elle n'en toucherait en 5 ans de travail. « Puis-je poser une question ?» Elle regarda Maître Leclerc. « Pourquoi fait-il cela seul? Où est sa famille, ses amis ?» Quelque chose de douloureux traversa le visage de l'avocat. « C'est précisément le problème, Madame Moreau. Il n'y a pas de famille, pas d'amis. Il n'y a que des gens qui travaillent pour lui, qui dépendent de lui, qui le respectent par obligation ou intérêt. Il a bâti un empire, mais il a oublié de bâtir une vie. » Hélène pensa à sa propre existence, tout aussi vide, tout aussi solitaire, mais pour des raisons opposées. Elle avait tout dédié aux autres jusqu'à ce qu'il ne reste rien pour elle-même. Il avait tout dédié à lui-même jusqu'à réaliser que cela ne signifiait rien sans les autres. 2 types de vide, 2 formes de solitude. « J'ai besoin de le rencontrer d'abord, dit-elle finalement. Avant de décider, j'ai besoin de le regarder dans les yeux et de savoir à qui j'ai affaire. » Naturellement. Maître Leclerc se leva, ajustant son costume. « Il vous attend dans la voiture, en bas. Il est venu jusqu'ici. » Hélène sentit quelque chose d'étrange se tordre dans son estomac. De la nervosité peut-être, ou de la peur, ou quelque chose qu'elle ne pouvait nommer. Il a insisté, il a dit que si vous acceptiez de voyager avec lui jusqu'à sa mort, le minimum qu'il puisse faire était de venir à vous. Maître Leclerc marcha vers l'ascenseur, lui faisant signe de le suivre.
Allons-y. Hélène resta immobile un long moment, tenant le chèque comme s'il pouvait disparaître si elle clignait des yeux. Dehors, par les fenêtres sales de l'hôpital, elle pouvait voir l'après-midi de septembre commencer à dorer les rues de Paris. Quelque part dans cette ville, il y avait un homme mourant qui avait tout, sauf ce qui importait vraiment. Et elle, qui n'avait jamais rien eu, avait exactement ce qu'il cherchait. La capacité d'être présente, de ressentir, de voir au-delà de l'argent et du pouvoir. Cela en valait-il la peine? Vaut-il la peine d'aimer intensément si la fin est déjà écrite? La question résonna dans son esprit sans réponse. Mais Hélène Moreau, qui avait passé sa vie entière à repousser sa propre existence pour s'occuper des autres, qui ne s'était jamais choisie elle-même, qui avait accumulé des renoncements comme d'autres accumulent des souvenirs heureux, se leva et marcha vers l'ascenseur. Peut-être 30 jours était-ce tout ce qu'elle avait aussi. Peut-être serait-ce suffisant. L'ascenseur descendait en silence, seul le bourdonnement mécanique remplissant l'espace entre Hélène et Maître Leclerc. Elle observait les chiffres décroissant sur l'affichage digital, 7, 6, 5, et sentait son cœur s'accélérer proportionnellement. Quand avait-elle été aussi nerveuse pour la dernière fois? Peut-être jamais. La mort, elle la connaissait intimement, mais la vie vraie, intense, imprévisible, celle-là était une étrangère. Les portes s'ouvrirent sur le parking souterrain de l'hôpital, un lieu gris et humide qui sentait l'huile de moteur et le désinfectant. Mais là, incongru comme un bijou au milieu des ordures, se tenait une Mercedes Maybach noire, si reluisante qu'elle semblait absorber toute la lumière disponible. 2 gardes du corps en costume flanquaient le véhicule, immobiles comme des statues. Maître Leclerc marcha jusqu'à la portière arrière et frappa légèrement sur la vitre teintée. La vitre s'abaissa avec un murmure électronique et, pour la première fois, Hélène vit le visage de l'homme qui était prêt à payer une fortune juste pour ne pas mourir seul. Karim Al-Zahrani n'était pas ce à quoi elle s'attendait. Elle avait peut-être imaginé quelqu'un de visiblement malade, la peau jaunâtre, le corps courbé par la douleur. Mais l'homme qui l'observait à travers la vitre de la voiture irradiait encore cette présence magnétique que des décennies de pouvoir absolu cultivent. Ses yeux noirs étaient profonds, comme des puits, entourés de rides qui parlaient plus de soucis que de rire. Le visage était anguleux, presque sévère, avec une barbe grisonnante taillée avec précision. Il portait une kandura blanche, impeccable, et même assis, on pouvait percevoir la posture droite, la dignité intransigeante. Il y avait quelque chose de plus, quelque chose que seule une personne comme Hélène, entraînée à lire les signes subtils de la mort approchante, pouvait percevoir. Une pâleur presque imperceptible sous la peau bronzée, une tension autour des yeux qui indiquait une douleur contrôlée mais présente, un poids sur les épaules qui ne venait pas seulement de la responsabilité mais de la conscience de la fin. Madame Moreau. Sa voix était grave, contrôlée, avec un accent arabe qui adoucissait les mots en français. « Merci d'être venue. » Hélène fit un pas en avant, ses mains instinctivement entrelacées devant son corps, un geste de protection qu'elle n'avait même pas remarqué avoir adopté. « Cheikh Al-Zahrani. » Karim la corrigea doucement. « Si vous acceptez de passer mes derniers jours avec moi, dispensons-nous des titres. Je ne suis qu'un homme mourant d'ailleurs. » Il y avait quelque chose de troublant dans le calme avec lequel il prononçait ces mots. Hélène avait affaire à des centaines de patients en phase terminale, et la plupart oscillaient entre déni et désespoir. Mais cet homme parlait de sa propre mort avec la même naturalité qu'il discuterait du temps. « Maître Leclerc m'a expliqué votre proposition. » Elle hésita, cherchant les mots justes. « Mais j'ai besoin de mieux comprendre ce que vous attendez exactement de moi. » Karim l'étudia un long moment, ses yeux noirs semblant lire des couches qu'elle ne savait même pas exister. Puis, surprenant à la fois elle et Maître Leclerc, il ouvrit la portière de la voiture et en sortit. Il était encore plus imposant qu'il n'avait paru assis, grand,
large d'épaules, avec cette présence qui rendait l'air ambiant plus dense. Il fit 2 pas vers elle, et Hélène dut résister à l'envie de reculer. « Vous avez pris soin de combien de patients en phase terminale, Hélène ?» La question vint sans prévenir. « Je ne sais pas au juste, des centaines, peut-être plus. » « Et combien d'entre eux étaient seuls ?» La question la frappa comme un coup de poing à l'estomac. « Beaucoup, » admit-elle doucement. « Plus que je ne voudrais compter. » J'ai vu la mort dans les yeux de ces hommes. Karim continua, sa voix basse mais intense. J'ai vu mon père mourir dans un hôpital de luxe, entouré de médecins chers, mais sans personne qui se souciait vraiment. J'ai vu mon oncle décéder, appelant les noms de personnes parties depuis longtemps. J'ai toujours pensé que quand mon tour viendrait, ce serait différent, que mon pouvoir, ma richesse, me protégeraient d'une mort solitaire. Il marqua une pause, et pour la première fois, Hélène vit une fissure dans cette façade de contrôle absolu. Mais j'ai découvert quelque chose de terrible, Hélène. Il n'y a pas assez d'argent dans le monde pour acheter ce qui importe vraiment à la fin. Je ne peux pas soudoyer la mort. Je ne peux pas négocier plus de temps, et je ne peux pas, pour tout l'or de mes coffres, faire en sorte que quelqu'un se soucie vraiment de mon départ. Hélène sentit des larmes piquer ses yeux. Une réponse qu'elle réservait habituellement uniquement à ses patients à l'hôpital, jamais à des inconnus dans les parkings. Alors, pourquoi moi? Pourquoi pas quelqu'un de votre famille, un ami? Le rire qui échappa à Karim était si amer qu'Hélène put presque en sentir le goût sur sa propre langue. Famille? Ma mère est morte quand j'avais 7 ans. Mon père m'a élevé comme on élève un héritier, pas un fils. J'ai des cousins dispersés dans le monde, tous attendant patiemment de se partager ma fortune dès que mon cœur s'arrêtera. Amis, il secoua la tête. J'ai des associés commerciaux, j'ai des employés loyaux, j'ai des gens qui me respectent par peur ou par intérêt. Mais des amis, des gens qui me connaissent vraiment, qui se soucient de l'homme au-delà du titre. Il resta silencieux un instant et quand il reprit la parole, sa voix était presque un murmure. « Je n'ai personne, Hélène, et le docteur Henry m'a dit que vous êtes différente, que vous ressentez vraiment, que quand vos patients meurent, vous pleurez vraiment, pas par professionnalisme, que vous tenez leurs mains et faites en sorte qu'ils ne se sentent pas seuls, même quand ils le sont. » Hélène déglutit avec difficulté, luttant contre l'émotion qui menaçait de déborder. « Mais vous me payez. Cela ne rend-il pas tout faux? Je serai là parce que vous me payez pour être là, pas parce que je le veux vraiment. Peut-être au début, Karim acquiesça, mais le docteur Henry m'a aussi dit autre chose à votre sujet. Il a dit que vous ne pouvez pas faire semblant, que si vous acceptez et si nous passons du temps ensemble, vous commencerez finalement à vous soucier vraiment. Non par obligation ou par argent, mais parce que c'est votre nature. » Il fit un pas de plus en avant, et maintenant il était si proche qu'Hélène pouvait voir les petites lignes autour de ses yeux. Elle pouvait sentir le parfum discret d'oud et d'ambre qui émanait de lui. « J'achète du temps, Hélène. J'achète l'opportunité de rencontrer quelqu'un de réel avant de partir. Le reste dépendra de nous deux. Si vous me détestez à la fin de ces 30 jours, au moins j'aurai essayé. Si vous ne ressentez rien d'autre qu'un professionnalisme cordial, ce sera toujours mieux que de mourir complètement seul. Mais si, peut-être par un miracle que mon argent ne peut garantir, vous commencez à vous soucier vraiment ?» Sa voix faiblit un instant. « Alors j'aurais connu, même brièvement, quelque chose que toute ma fortune n'a jamais pu me donner. » Hélène regarda cet homme, un cheikh puissant qui contrôlait des empires, mais ne pouvait contrôler sa propre mortalité. Un homme riche au-delà de toute compréhension, mais pauvre de tout ce qui importait vraiment. Et elle vit dans ses yeux noirs quelque chose qu'elle reconnut immédiatement parce qu'elle le voyait dans le miroir tous les matins, solitude, vide, la conscience dévastatrice d'une vie vécue pour les autres ou pour le pouvoir, mais jamais vraiment pour elle-même. « Je suis vide aussi », elle s'entendit dire, les mots sortant avant qu'elle ne puisse les retenir. « J'ai passé 42 ans à prendre soin de personnes qui mourraient, et ce faisant, j'ai oublié de vivre. Je n'ai jamais vraiment voyagé.
jamais aimé sans peur de perdre. Je ne me suis jamais choisi moi-même parce qu'il y avait toujours quelqu'un de plus dans le besoin. Karim l'écouta lentement, comme si enfin quelqu'un parlait sa langue. Alors peut-être, dit-il doucement, nous pourrons passer mes 30 derniers jours à apprendre ensemble. J'apprendrai à vivre vraiment, même si c'est trop tard. Et vous aurez enfin la permission de choisir quelque chose pour vous-même, même si cela s'accompagne d'une fin certaine. Mais ça fera mal, Hélène murmura. Quand vous partirez, ça fera mal. Je le sais déjà. Je m'attacherai même en essayant de ne pas le faire. C'est ce que je suis. Je sais. Il y avait une tendresse surprenante dans sa voix. Et je vous demande pardon à l'avance pour cette douleur que je causerai. Mais Hélène, il tendit la main, la laissant en l'air entre eux. Une offre, non une exigence. Vaut-il la peine de ressentir intensément, même en sachant que la fin est écrite? Vaut-il la peine de vivre vraiment, même si ce n'est que pour un mois? Hélène regarda cette main tendue, forte, aux doigts longs, avec quelques taches de vieillesse commençant à apparaître. Une main qui avait commandé des empires, signé des contrats de milliards, qui n'avait jamais connu la texture du travail ordinaire, et maintenant une main qui demandait, non ordonnait, qui offrait, non exigeait. Elle pensa à sa vie, aux chambres d'hôpital, au visage qui s'éteignait, aux larmes qu'elle versait dans la salle de bain entre deux patients, aux années qui s'accumulaient sans souvenirs joyeux, sans histoires à raconter, sans rien d'autre que renoncement et devoir. 30 jours, peut-être était-ce tout ce que chacun avait vraiment. Peut-être la différence entre vivre et simplement exister était-elle le courage d'accepter que rien ne dure éternellement et de choisir quand même de ressentir. Hélène tendit sa main et toucha la sienne. La poignée fut ferme, chaude, réelle. Et à ce moment-là, dans le parking gris d'un hôpital qui sentait la mort, deux étrangers firent un accord qui n'avait rien à voir avec l'argent et tout à voir avec la recherche désespérée de quelque chose de vrai avant qu'il ne soit trop tard. « Quand partons-nous » demanda-t-elle, et sa voix ne trembla pas. « Demain à l'aube » répondit Karim. Et pour la première fois, Hélène vit quelque chose qui pouvait être de l'espoir briller dans ses yeux noirs. « Si c'est toujours votre décision, ce le sera. » Elle promit et sut, avec cette terrible certitude qui vient des grandes décisions, qu'elle venait de changer sa vie irrévocablement. Pour le meilleur ou pour le pire, elle allait vivre ces 30 prochains jours comme elle n'en avait jamais vécu aucun autre. Et quand ce serait fini, quand il serait parti et qu'elle resterait, au moins elle aurait le souvenir d'avoir enfin choisi de tout ressentir, même si cela signifiait à la fin ressentir la pire de toutes les douleurs. Hélène ne dormit pas cette nuit-là. Assise sur le minuscule balcon de son appartement d'une pièce à Montmartre, elle observait les lumières de Paris clignoter comme des étoiles tombées. Chaque fenêtre illuminée, une vie qu'elle ne connaîtrait jamais. Le chèque de 100 000 € était sur la petite table basse à côté d'elle. Elle l'avait regardé tant de fois qu'elle avait déjà mémorisé chaque lettre de la signature de Karim Al-Zahrani. À 3 heures du matin, elle entra finalement, tira sa vieille valise de sous le lit et commença à faire ses bagages. Mais que prendre pour voyager avec un cheikh mourant? Ses vêtements étaient pratiques, usés, achetés en solde. Rien de luxueux, rien qui correspondrait à des jets privés et des hôtels 5 étoiles. Finalement, elle mit l'essentiel. Des uniformes confortables, quelques blouses simples, une robe noire qu'elle gardait pour les funérailles, ses baskets d'infirmière. Quand l'horloge sonna 5 heures du matin, elle était déjà prête, assise dans le salon avec sa valise à ses pieds, les mains tremblant légèrement. Le téléphone sonna exactement à 5h15. « Madame Moreau ?» La voix de Maître Leclerc était professionnelle même à cette heure. « La voiture est en route, 15 minutes. Je serai prête. » Mais le serait-elle? Quelqu'un pourrait-il être vraiment prêt pour cela? La Mercedes Maybach arriva ponctuellement, glissant silencieusement dans la rue, encore endormie. Le même chauffeur que la veille, le même professionnalisme discret.
Mais quand Hélène monta dans la voiture, elle ne trouva que Maître Leclerc, l'attendant. « Karim est dans le jet », expliqua l'avocat, lui tendant une épaisse enveloppe. « Des documents que vous devrez signer, accord de confidentialité, conditions de paiement, procuration médicale, au cas où il deviendrait incapable pendant le voyage. » Hélène feuilleta les papiers, tandis que la voiture serpentait dans les rues vides en direction de l'aéroport. Chaque page était un rappel brutal de la réalité. Ce n'était pas un roman, pas une aventure. C'était un homme organisant les détails pratiques de sa propre mort, et elle signait pour en être témoin. Le jet privé attendait sur une piste privée, aussi blanc et reluisant que tout ce qui appartenait à Karim. Hélène n'avait jamais été près d'un avion comme celui-là. Les escaliers semblaient faits de marbre, et quand elle monta, l'intérieur la laissa sans voix. Cuir crème, bois poli, détails en or, plus luxueux que n'importe quelle maison où elle avait jamais mis les pieds. Karim était assis dans un fauteuil près de la fenêtre, vêtu de façon décontractée, pantalon foncé et chemise blanche en lin. Sans la kandoura traditionnelle, il semblait plus humain, moins inaccessible. Quand il la vit entrer, il se leva, un geste de courtoisie qui la surprit. « Vous êtes venu ?» dit-il simplement, et il y avait un véritable soulagement dans sa voix. « J'ai dit que je viendrais. Les gens ne tiennent pas toujours leurs promesses. » Il fit un geste vers le fauteuil en face du sien. « S'il vous plaît, nous avons un long vol devant nous. Paris d'abord. J'ai toujours voulu voir la ville de vraiment. Pas seulement depuis la fenêtre d'une salle de réunion. » Hélène s'assit, ses doigts nerveux jouant avec l'anse de son sac. Le jet commença à bouger si doucement qu'elle le remarqua à peine. Une hôtesse de l'air, jeune, belle, impeccablement uniformisée, apparut avec du champagne. « Pas pour moi. » Hélène refusa automatiquement. « De l'eau ira bien. » « Du champagne à 5h30 du matin serait excessif même pour moi. » Karim acquiesça, acceptant également de l'eau. Quand l'hôtesse s'éloigna, il se pencha légèrement en avant. « Hélène, nous devons établir quelques règles avant de décoller. » Elle se tendit. Des règles. Première règle, pas de mensonge. Si vous me détestez à un moment donné de ce voyage, dites-le. Si vous vous ennuyez, dites-le. Si vous voulez partir, vous pouvez partir. L'argent est de toute façon à vous. Il fit une pause. Deuxième règle, pas de pitié. Je ne veux pas que vous me traitiez comme un patient. Je ne veux pas de regard compatissant ou de gentillesse professionnelle. Je veux une honnêteté brutale. Hélène sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine. Et si l'honnêteté brutale est que c'est une idée terrible, que nous ne faisons que prolonger l'inévitable, alors ce sera une vérité que nous devrons entendre. Karim se pencha en arrière dans son fauteuil, et pour la première fois, elle vit une ombre de douleur traverser son visage. Physique, non émotionnelle. Il remarqua qu'elle l'avait remarqué et sourit faiblement. « Vous voyez, vous me regardez déjà comme une infirmière. Deuxième règle violée dans les 5 premières minutes. Vous avez mal, » dit Hélène directement. « Avez-vous pris les médicaments que le docteur Henry vous a prescrits ? J'ai pris, mais ça ne fonctionne pas aussi bien qu'hier. » Il hésita, puis ajouta doucement. « Ça empire plus vite qu'il ne l'avait prévu. » Le jet prit de la vitesse, les roues quittèrent le sol, et Paris commença à rétrécir en dessous. Une ville de gratte-ciel et de lumière se transformant en miniature, puis en carte, et puis en rien d'autre que des lumières s'éteignant à l'aube grandissante. « Combien de temps vous reste-t-il vraiment ?» Hélène demanda, et sa voix était plus ferme qu'elle ne l'espérait. Karim regarda par la fenêtre, observant le monde qu'il laissait derrière lui. 28 jours, selon Henri, peut-être moins maintenant que la douleur s'accélère, peut-être 15, peut-être 10. Il se tourna vers elle, et il y avait quelque chose de sauvage dans ses yeux, de la peur, oui, mais aussi une détermination féroce. C'est pourquoi chaque jour compte, Hélène. C'est pourquoi nous ne pouvons pas gaspiller un seul instant avec des faussetés ou des gentillesses vides. Alors, vous voulez que je sois quoi ? Votre amie, votre infirmière, votre confidente. Je veux que vous soyez vous-même.
Il se pencha de nouveau et cette fois, elle ne recula pas. La femme qui pleure pour les patients, qui tient leurs mains jusqu'à leur dernier souffle, qui ressent trop, s'attache trop, se soucie trop. Cette femme-là, pas une version éditée ou professionnelle. Hélène ferma les yeux, sentant le poids impossible de cette demande. « Vous savez ce que vous demandez ? Vous me demandez de m'attacher à vous, sachant que je vais vous perdre. Vous me demandez de tout ressentir, sans protection, sans distance. Et quand vous serez parti, quand je serai parti, vous aurez vécu intensément pendant 30 jours, ou 20, ou 10. Karim tendit la main à travers le petit espace entre les fauteuils, et Hélène la prit sans réfléchir. « Je ne vous demande pas de ne pas souffrir, Hélène. Je vous demande de vivre d'abord, de ressentir d'abord, d'être humaine avec moi avant d'être professionnelle. » Le toucher de sa main était chaud, solide, réel. Hélène ouvrit les yeux et regarda directement cet homme, qui était simultanément le plus puissant et le plus vulnérable qu'elle ait jamais connu. « D'accord, » murmura-t-elle. « Pas de mensonge, pas de pitié, juste la vérité, aussi douloureuse soit-elle. »« Juste la vérité, » répéta Karim, et il serra sa main comme pour sceller un pacte. Le jet monta à travers les nuages, et pendant un instant, tout ce qui se trouvait hors des fenêtres était blanc. Pas de ciel, pas de terre, juste le brouillard impossible de l'altitude. Puis ils traversèrent, et le soleil levant explosa autour d'eux, doré et impossible, transformant les nuages en dessous en un océan de feu doux. « Quand avez-vous vu un lever de soleil pour la dernière fois ?» demanda Karim, sa voix émerveillée comme celle d'un enfant. Hélène pensa, je ne sais pas, des années peut-être. Mes services étaient toujours nocturnes ou diurnes, jamais au moment exact de l'aube. Alors, c'est la première de nombreuses premières fois. Il ne lâcha pas sa main. 30 jours pour expérimenter tout ce que nous avons négligé, tout ce que nous avons repoussé, tout ce que nous pensions avoir le temps de faire plus tard. Et si 30 jours ne suffisent pas, la question lui échappa avant qu'Hélène ne puisse la retenir. Karim se tourna vers elle et il y avait quelque chose de si intense dans son regard qu'Hélène eut l'impression qu'il pouvait voir à travers elle jusqu'aux endroits les plus sombres et les plus vides de son âme. Alors nous ferons en sorte que chaque instant compte, qu'il semble durer une vie entière. Il dit « Je n'ai pas d'autre choix, Hélène. Et vous, pour une raison que je ne comprends pas encore totalement, avez choisi de ne pas en avoir non plus. » Le jet se stabilisa, la lumière du soleil constante à travers les fenêtres. L'hôtesse revint avec du café et des croissants frais. D'où les avait-elle tirés en plein vol? Hélène ne pouvait l'imaginer. L'arôme emplit la cabine, riche et prometteur. « Parlez-moi de vous » demanda Karim en acceptant le café. Pas l'infirmière, pas la soignante, l'Hélène qui existait avant tout cela, la petite fille qui rêvait, ce qu'elle voulait. Hélène prit sa propre tasse, laissant la chaleur réchauffer ses mains froides. Personne ne lui avait posé cette question depuis des décennies. Personne ne s'était soucié de l'Hélène d'avant, seulement de l'Hélène utile. L'Hélène qui résolvait les problèmes, l'Hélène qui endurait. Je voulais écrire, Hélène admit doucement. De la poésie, principalement des choses folles sur l'amour et la nature et le sens de la vie. Elle avait des cahiers remplis de vers qu'elle n'avait jamais montrés à personne. Pourquoi avez-vous arrêté? Parce que ma mère est tombée malade. Parce qu'il n'y avait pas de temps pour les rêves quand il y avait des factures à payer et des médicaments à acheter et des doubles services à couvrir. Elle prit une gorgée de café, le meilleur qu'elle ait jamais goûté naturellement, puis renversa l'habitude. L'habitude de faire passer tout le monde avant moi-même, l'habitude de survivre au lieu de vivre. Vous avez toujours les cahiers. Hélène cligna des yeux, surprise par la question. Je les ai dans une boîte sous le lit. Pourquoi? Parce qu'en arrivant à Paris, je veux que vous en achetiez un nouveau et que vous y écriviez tous les jours de ce voyage. Pas sur moi, pas sur ma mort, sur vous, sur ce que vous ressentez, voyez, vivez. Karim posa sa tasse et la regarda avec une intensité presque physique. Si je dois vous demander de tout ressentir avec moi,
Le minimum que je puisse faire est de m'assurer que vous n'oubliez pas, que quand je partirai, vous ayez quelque chose au-delà de la douleur, vous ayez des mots, vous ayez de la poésie, vous ayez la preuve que vous avez vécu. Des larmes piquèrent les yeux d'Hélène, des larmes qu'elle n'avait pas versées depuis si longtemps qu'elle avait presque oublié comment pleurer pour autre chose que le deuil. « Parce que vous vous souciez ?» murmura-t-elle. « Parce que vous, qui êtes en train de mourir, vous souciez de ce qui m'arrivera après. » Karim resta silencieux un long moment, regardant de nouveau par la fenêtre l'infini doré au dehors. Quand il parla, sa voix était si basse qu'Hélène dut se pencher pour l'entendre. « Parce que pour la première fois de ma vie, Hélène, je pense à quelqu'un d'autre que moi-même. Et c'est libérateur, c'est terrifiant, c'est... » Il marqua une pause, cherchant le mot. « C'est humain. Finalement, après 52 ans, je suis humain. » Le silence qui suivit n'était pas inconfortable. C'était le genre de silence que les gens qui se comprennent partagent, rempli de pensées non dites mais comprises, de vérités reconnues mais encore trop brutes pour les mots. En bas, le monde continuait. Les gens se réveillaient, travaillaient, aimaient, se disputaient, vivaient leur vie ordinaire, sans savoir qu'en haut, à 10 000 mètres d'altitude, deux étrangers venaient de faire un pacte impossible. Vivre une vie entière en 30 jours, tout ressentir sans protection. Et quand la fin viendrait, quand elle viendrait inévitablement, l'affronter les yeux ouverts. Paris attendait à l'horizon, et avec elle la première page d'une histoire qui n'aurait pas de fin heureuse, mais qui serait au moins intensément, douloureusement, magnifiquement réelle. Paris les accueillit avec une pluie fine, le genre de bruine qui ne mouille pas autant qu'elle transforme tout en aquarelle, estompant les bords de la réalité jusqu'à ce que la ville semble un rêve à moitié oublié. L'hôtel était dans le 8e arrondissement, un bâtiment classique en pierre claire, avec des balcons en fer forgé qui donnaient directement sur la tour Eiffel. Hélène resta debout sur le balcon de la suite que Karim avait insisté pour qu'elle ait. Non pas une chambre adjacente à la sienne, mais un espace propre, une intimité qu'il respectait même en payant pour sa présence, et observait la tour s'élever à travers la brume comme un fantôme de métal. Combien de personnes s'étaient tenues exactement là, à cet endroit même, voyant cette même vue? Combien avaient ressenti ce même pincement au cœur face à tant de beauté? Un léger coup à la porte l'attira de sa rêverie. Karim entra quand elle ouvrit, et Hélène remarqua immédiatement que quelque chose avait changé. Il se déplaçait plus lentement, une main discrètement pressée contre le côté gauche de son abdomen. La douleur s'aggravait. « Ne dites rien !» Il l'interrompit avant qu'elle ne puisse parler. « J'ai déjà pris les médicaments, j'ai déjà parlé à Henri au téléphone. Il a augmenté la dose. Je vais bien pour quelques heures. Et ces heures sont tout ce qui compte. Karim !» Sa voix était ferme, mais non irritée. « Vous vous souvenez de la 2e règle? Pas de pitié, pas de me traiter comme un patient, juste la vérité. » Il tendit la main. « Et la vérité est que je suis en train de mourir, oui, mais je ne suis pas encore mort, et il y a une ville dehors que j'ai attendu 52 ans pour voir vraiment. » Hélène regarda cette main tendue. Combien de fois ferait-il ce geste? Combien de fois l'accepterait-elle, sachant que chaque fois pourrait être la dernière? Mais elle prit sa main de toute façon, entrelaçant ses doigts avec les siens, sentant la chaleur, la force qui résistait encore. « Alors montrez-moi votre Paris, » dit-elle. « Montrez-moi ce qu'un homme qui a tout a toujours voulu voir. » Ils marchèrent, n'utilisèrent pas le chauffeur, ne prirent pas de taxi. Karim insista pour marcher, même quand Hélène voyait la douleur serrer son visage à chaque pas. Ils marchèrent sur l'avenue des Champs-Élysées, mais ignorèrent les boutiques de luxe. Karim aurait pu acheter n'importe laquelle d'entre elles d'un simple appel téléphonique, et cela ne l'intéressait plus. Au lieu de cela, il la guida dans de petites rues latérales, où les boulangeries exhalaient l'odeur du pain frais et des croissants au beurre. Ils entrèrent dans l'une d'elles, et Karim, un cheikh qui n'avait jamais eu besoin d'acheter quoi que ce soit personnellement,
fit la queue comme n'importe quelle personne ordinaire, attendant son tour, désignant les pâtisseries dans la vitrine, avec l'incertitude d'un enfant. « Celui-ci, dit-il au vendeur en indiquant un pain au chocolat, et celui-ci aussi, un éclair au chocolat. » Et il regarda Hélène, presque timide. « Que recommandez-vous » Hélène sourit, le premier sourire sincère depuis des jours. Une tarte tatin et 2 cafés au lait. Ils s'assirent à une minuscule table près de la fenêtre, leurs genoux se touchant presque dans l'espace étroit. Karim mordit son pain au chocolat et ferma les yeux, et l'expression sur son visage était de pure surprise. « J'ai oublié » murmura-t-il. « J'ai oublié que la nourriture pouvait avoir ce goût, non pas servie dans des assiettes en porcelaine par des chefs étoilés, juste réelle. »« Quand avez-vous fait quelque chose de simple pour la dernière fois ?» demanda Hélène, l'observant savourer chaque bouchée comme si c'était la dernière. Ce qui, réalisa-t-elle avec un pincement au cœur, techniquement pourrait l'être. Karim réfléchit longuement. « Je ne sais pas si je l'ai jamais fait. Depuis l'enfance, chaque repas était servi, chaque activité était programmée, chaque moment avait un but commercial ou social. » Il regarda autour de la petite boulangerie, les tables usées, les clients conversant en français rapide, la vieille dame derrière le comptoir qui les traitait comme elle traiterait n'importe qui. Ceci est nouveau. Ils passèrent la matinée ainsi, découvrant Paris comme des touristes ordinaires. Ils entrèrent dans d'anciennes librairies du quartier latin où Karim prenait des livres au hasard et lisait des passages à voix haute. Sa prononciation française parfaite, mais son choix de titres complètement aléatoire. Ils achetèrent des fleurs à un vendeur de rue, des roses rouges, que Karim insista pour qu'Hélène prenne, non par romance, mais parce que tout ce qui meurt mérite d'abord d'être entouré de beauté, y compris nous. À midi, la douleur les força à s'arrêter. Il s'assira sur un banc près de la Seine, et Hélène observa discrètement Karim prendre plus de médicaments, sa mâchoire serrée en attendant que le soulagement arrive. « Parlez-moi » demanda-t-il, les yeux fermés. « Distrayez-moi. Parlez-moi de l'Hélène qui écrivait de la poésie. » Ce qu'elle écrivait. Hélène hésita, puis commença à parler. Des mots qu'elle n'avait partagés avec personne depuis des décennies. Elle parla des vers qu'elle écrivait à 16 ans, de l'amour qu'elle n'avait jamais expérimenté, mais qu'elle imaginait intensément, de la solitude qu'elle décrivait, même entourée de famille, de la peur que la vie passe et qu'elle ne la vive jamais vraiment. « Vous étiez sage », dit Karim quand elle eut terminé. Ses yeux toujours fermés, mais sa respiration plus calme. « À 16 ans, vous saviez ce qu'il m'a fallu 52 ans pour apprendre. Et qu'est-ce que c'est ?» Il ouvrit les yeux, et il y avait quelque chose en eux qu'Hélène ne pouvait nommer. De la tristesse, oui, mais aussi quelque chose ressemblant à de la gratitude. Que exister n'est pas la même chose que vivre, que nous pouvons passer des décennies à respirer, à marcher, à fonctionner, et pourtant ne jamais être vraiment vivant. Un bateau passa sur la Seine en dessous d'eux, des touristes faisant signe à personne en particulier. Le ciel s'était éclairci et l'après-midi parisien brillait doré et impossible. « J'ai peur », Hélène admit soudain. « J'ai peur de m'attacher à vous. J'ai peur que quand cela finira, ça fasse mal. »« Ça fera mal », Karim compléta. « Je sais, et pardonnez-moi pour cela, mais Hélène... » Il prit sa main de nouveau, et cette fois la tint des 2 mains, comme si c'était quelque chose de précieux. Auriez-vous préféré ne pas venir? Auriez-vous préféré être à l'hôpital maintenant, à prendre soin d'étrangers, à vivre votre vie vide, plus en sécurité? Hélène pensa honnêtement à la question. Elle pensa à son minuscule appartement, aux services interminables, aux nuits solitaires, à la poésie jamais écrite, aux voyages jamais faits, à la vie toujours repoussée à un après qui n'arrivait jamais. « Non, » murmura-t-elle, « je n'aurais pas préféré. » Alors faisons un nouvel accord. Karim la tira doucement plus près, jusqu'à ce que leurs épaules se touchent. Pour les jours qui nous restent, 20, 15, 10, qui sait, vivre comme si chaque moment était simultanément le premier et le dernier, sans retenir de sentiments, sans protection, sans peur d'aimer, parce que la fin est déjà écrite. C'est impossible, dit Hélène.
mais elle ne s'éloigna pas. Peut-être, mais et si nous essayions quand même? Ils restèrent assis là, tandis que l'après-midi doré se transformait en crépuscule bleu. Des gens passaient, des couples main dans la main, des familles avec des enfants, des artistes de rue montant leur spectacle nocturne. Le monde continuait de tourner, indifférent aux drames petits et immenses qui se déroulaient sur ce banc près du fleuve. La nuit, Karim l'emmena dans un petit restaurant que Maître Leclerc avait trouvé. Pas les établissements étoilés au Michelin, où il dînerait normalement, mais un bistrot de quartier, où les serveurs étaient rustres d'une manière charmante et le vin venait dans des bouteilles sans étiquette coûteuse. « Parlez-moi de votre premier amour », demanda Karim en attendant que la nourriture arrive. Hélène rit, un son étonnamment léger. « Il n'y a pas eu de premier amour. Il y a eu un garçon quand j'avais 18 ans, avant que ma mère ne tombe malade. Il voulait que j'aille avec lui à l'université à Lyon. J'allais dire oui, mais ensuite est venu le diagnostic et vous êtes resté. Je suis resté, et il n'a pas attendu. » Elle prit une gorgée du vin, rude et honnête, si différent des boissons douces auxquelles elle imaginait Karim habitué. « Et vous ? Il y a certainement eu des femmes. » « Beaucoup de femmes. » Karim admit sans honte. « Des femmes belles qui voulaient mon argent ou mon statut. Certaines que j'ai vraiment appréciées pendant un temps. Mais l'amour, il secoua la tête. Je ne l'ai jamais permis. L'amour signifie la vulnérabilité. Et la vulnérabilité est une faiblesse. Du moins, c'est ce que mon père m'a appris. Et maintenant ? » Karim resta silencieux un long moment, ses doigts jouant avec la tige du verre de vin. Quand il parla, sa voix était si basse qu'Hélène dut se pencher sur la table pour l'entendre. « Maintenant, j'apprends que la vraie faiblesse n'était pas d'aimer, c'était de passer une vie entière sans le faire. C'était de mourir entouré d'or, mais vide de connexion réelle. » Il leva les yeux vers elle. « J'apprends, Hélène. Vous m'enseignez. Je n'enseigne rien. Si. » Sa main traversa la table, ses doigts effleurant les siens. « Vous m'enseignez que ça vaut la peine de ressentir même en sachant que ça fera mal. Vous m'enseignez qu'une connexion réelle, aussi brève soit-elle, vaut plus que des décennies d'isolement sûr. Vous m'enseignez à vivre, Hélène, et il ne me reste que des jours pour apprendre. » La nourriture arriva. Un bœuf bourguignon qui fondait dans la bouche, du pain croustillant, plus de ce vin honnête. Ils mangèrent lentement, parlant de tout et de rien. Karim décrivit sa première affaire à 22 ans et à quel point le succès semblait si important. Puis, Hélène parla de son premier patient qui mourut, une dame de 97 ans, qui lui tint la main et dit « Merci de voir une personne, pas seulement une malade. » Quand ils sortirent du restaurant, la tour Eiffel brillait dorée contre le ciel nocturne. Karim s'arrêta au milieu du trottoir, la regardant comme s'il la voyait pour la première fois. « Elle n'a toujours été qu'un actif, » murmura-t-il. « Un investissement, une propriété que mon entreprise possède partiellement. Mais maintenant, » sa voix faiblit, « maintenant elle est belle. Juste ça, belle. » Hélène se tint à côté de lui, observant la tour vibrer de lumière, et ressentit pour la première fois depuis des années, ce pincement au cœur qui n'était pas de la douleur, mais son contraire, l'admiration, la gratitude, la conscience aiguë d'être vivante à cet instant précis, à cet endroit, à côté de cet homme qui mourait, mais vivait enfin. « Merci, » murmura-t-elle. « Pourquoi ?» Karim demanda, sincèrement confus, de me rappeler que je sais encore ressentir. Il prit sa main, un geste qui devenait naturel, et la ramena à l'autel, marchant lentement, savourant chaque pas. Quand ils se séparèrent dans les couloirs menant à leur suite, il lui tint la main un instant de plus. « Dormez bien, Hélène. »« Vous aussi, Karim. » Mais aucun d'eux ne dormirait bien, Hélène, parce qu'elle sentait déjà les premiers fils d'attachement se tisser autour de son cœur. Et Karim, parce que la douleur s'aggravait. Et il savait, bien qu'ils ne le disent pas, qu'il n'avait peut-être pas les 28 jours qu'Henri avait promis. Peut-être n'en avait-il que 10, peut-être moins.
Et chaque seconde était maintenant trop précieuse pour la gaspiller avec le sommeil. Le 4e jour à Paris commença différemment. Hélène se réveilla à 5 heures du matin avec des coups insistants à la porte de sa suite. Quand elle ouvrit, elle trouva Maître Leclerc, le visage normalement impassible, maintenant marqué par une inquiétude mal dissimulée. « C'est Karim », dit-il sans détour. « Il a passé la nuit à vomir du sang. Le médecin local est avec lui maintenant, mais... » Sa voix hésita, chose rare. « Il vous demande. » Hélène ne prit pas la peine de changer son pyjama pour des vêtements normaux. Elle jeta juste un manteau par-dessus et suivit Maître Leclerc dans le couloir, jusqu'à la suite principale. L'odeur la frappa avant même d'entrer. Cette odeur métallique et douce de sang mêlé de bile, un arôme qu'elle connaissait intimement et douloureusement bien. Karim était dans l'énorme lit, si pâle qu'il semblait translucide sous la lumière douce des lampes de chevet. Un médecin français se penchait sur lui, vérifiant les signes vitaux, tandis qu'une infirmière changeait des serviettes tachées de rouge. Les yeux de Karim rencontrèrent ceux d'Hélène dès qu'elle entra. Et il y avait de la peur en eux, une peur pure et humaine, qu'aucune richesse ou pouvoir ne pouvait masquer. « Sortez », dit-elle au médecin, sa voix ferme et professionnelle pour la première fois depuis qu'elle avait accepté ce travail. « Tous, sortez, juste quelques minutes. » Le médecin commença à protester, mais Maître Leclerc l'interrompit d'un geste. En quelques secondes, la pièce se vida, ne laissant qu'Hélène et Karim dans le silence lourd qui précède les grandes vérités. Hélène s'assit au bord du lit, ses mains vérifiant automatiquement son pouls. Rapide, irrégulier, faible. Elle avait vu ce schéma des centaines de fois. Elle savait exactement ce que cela signifiait. Combien de temps ? Demanda Karim, sa voix rauque d'avoir tant vomi. Des jours ? Hélène répondit, honnête comme elle l'avait promis. Peut-être une semaine si nous avons de la chance, peut-être moins. Elle s'attendait à la panique, au déni, à la colère. Mais Karim ferma juste les yeux et l'écouta lentement, comme s'il savait déjà, comme si son corps lui racontait déjà la vérité que les médecins tentaient d'adoucir. « Alors, nous n'avons pas de temps à perdre, » dit-il, ouvrant de nouveau les yeux. Il y avait de la détermination en eux maintenant, une flamme brûlant plus fort, parce qu'il savait qu'elle s'éteindrait bientôt. « Aidez-moi à me lever. »« Karim, vous avez besoin de vous reposer. »« Non. » Le mot sortit si fermement qu'elle s'arrêta. « Non, Hélène, me reposer pour quoi faire? Pour vivre quelques jours de plus prostré dans un lit? Pour ajouter 72 heures d'existence vide à mes derniers instants ?» Il tenta de s'asseoir, l'effort faisant contracter son visage de douleur. « Aidez-moi, s'il vous plaît. » Et Hélène, qui aurait dû savoir mieux, et qui avait 42 ans d'expérience, lui disant de le garder au lit, l'aida à s'asseoir parce qu'elle comprenait. Pour la première fois de sa carrière, elle comprenait vraiment le choix entre quantité et qualité, entre temps et vie. Il fallut 40 minutes pour l'habiller. Chaque mouvement était une torture visible, mais Karim refusait de gémir, d'admettre la défaite. Hélène travaillait en silence, ses mains professionnelles et douces, l'aidant avec sa chemise, son pantalon, ses chaussures, qu'il insistait pour porter, même s'il pouvait à peine tenir debout. « Où voulez-vous aller ?» demanda-t-elle, quand il fut enfin présentable, s'appuyant sur elle, tandis qu'il marchait lentement vers la porte. « Versailles, » répondit-il. « J'ai toujours voulu voir les jardins. J'ai toujours voulu marcher là où les rois ont marché, voir ce qu'ils ont vu. J'ai toujours cru que j'aurais le temps. » Et le chauffeur attendait déjà, prévenu par Maître Leclerc. Le médecin tenta de protester de nouveau, mais Karim le fit taire d'un regard, un dernier éclair de ce pouvoir absolu qu'il avait exercé pendant des décennies. « Si je dois mourir, dit-il au médecin français, je mourrai en voyant la beauté, pas en voyant le plafond d'une chambre d'hôtel, aussi luxueuse soit-elle. » Le trajet jusqu'à Versailles dura 40 minutes. Karim passa la majeure partie recroquevillé contre Hélène, sa respiration superficielle, sa peau trop froide. Elle savait qu'elle devrait le ramener, que chaque minute loin de soins médicaux adéquats était un risque. Mais elle savait aussi, avec une certitude qui transcendait la logique médicale, que Karim avait raison,
qu'il y avait des choses pires que mourir. Et vivre sans jamais avoir vraiment vécu en était une. Versailles était presque vide sitôt le matin. Quelques touristes matinaux, des jardiniers s'occupant des parterres interminables, mais rien de la foule qui viendrait plus tard. Karim insista pour marcher, refusant le fauteuil roulant que maître Leclerc avait prévu. « Si mes derniers pas sont ceux-ci, dit-il, s'appuyant lourdement sur le bras d'Hélène, que ce soit de vrais pas. » Ils marchèrent dans les jardins comme des fantômes au ralenti. Chaque mètre une conquête, chaque banc un arrêt nécessaire. Les fontaines jaillissaient autour d'eux, indifférentes au drame humain qui se déroulait entre leurs eaux dansantes. Le soleil du matin dorait tout, transformant le palais lointain en quelque chose de conte de fées. « Mon père m'a amené ici une fois, » dit Karim, assis sur un banc de marbre, haletant. « J'avais 15 ans. Il voulait me montrer ce que le pouvoir humain pouvait construire. »« Voyez ceci ?» il dit. « C'est ce que des hommes déterminés peuvent créer. C'est un héritage. » Karim rit amèrement. Mais Louis XIV est mort il y a 300 ans, et tout ce qui reste de lui, ce sont des pierres et des fontaines. Qui se souvient de l'homme? Qui pleure pour lui? Hélène s'assit à côté de lui, et pour la première fois, n'hésita pas à passer son bras autour de ses épaules, le tirant plus près. Karim posa sa tête sur son épaule, un geste d'intimité et de vulnérabilité qui aurait été impensable une semaine auparavant. « Je me souviendrai de vous, » murmura-t-elle. « Pas du cheikh, pas de l'homme d'affaires, de vous, de l'homme qui a mangé un pain au chocolat pour la première fois à 52 ans, de l'homme qui a voulu voir des jardins, même en mourant, de l'homme qui m'enseigne à vivre. » Karim resta silencieux si longtemps qu'Hélène pensa qu'il s'était endormi, mais sentit alors de l'humidité sur son épaule et réalisa avec un choc qui la secoua jusqu'au plus profond qu'il pleurait. Silencieusement, des larmes coulant sans bruit, le corps tremblant de sanglots contenus. « J'ai tellement peur, » il admit finalement, les mots sortant brisés. Pas de la mort en soi, mais de partir et de ne rien laisser de vrai, d'être oublié, parce que je n'ai jamais été vraiment connu, d'avoir gaspillé 52 ans à construire des empires qui s'effondreront sans jamais avoir construit une seule connexion qui compte. Hélène le serra plus fort, ses propres larmes commençant à couler. « Vous ne serez pas oublié, pas par moi. »« Une personne, » Karim dit, et il y avait tant de poids dans ces deux mots. Sur des milliards sur la planète, une personne se souviendra. Une personne pleurera quand je partirai. Une personne... Il leva la tête, la regardant avec des yeux rouges et honnêtes. Comment cela est-il suffisant et tout à la fois? Parce que c'est réel, Hélène répondit, essuyant ses larmes avec son pouce. Parce que ce n'est pas une performance ou une obligation ou un intérêt. Parce que quand je pleurerai pour vous, Karim, ce sera parce que j'aurai perdu quelque chose de précieux. Pas de la richesse, pas des connexions, pas des opportunités. Vous, l'homme, et c'est plus que ce que la plupart ont quand ils partent. Ils restèrent là pendant 1 heure, peut-être plus, perdant la notion du temps. Des touristes passaient, certains regardant curieusement l'étrange couple. Elle, en vêtements simples, lui visiblement malade, tous deux enlacés comme des naufragés en haute mer. Finalement, Karim ne pouvait plus s'asseoir droit. La douleur avait dépassé ce que les médicaments pouvaient contrôler et sa peau avait cette pâleur cireuse qu'Hélène connaissait trop bien. Il était temps de rentrer. Le médecin attendait à l'hôtel, tendu et prêt aux récriminations, mais Karim lui sourit juste faiblement, tandis qu'Hélène l'aidait à s'allonger. « Ça valait la peine », dit-il au médecin. Chaque seconde de douleur en valait la peine. Ils passèrent les 2 jours suivants, principalement dans la chambre. Karim dormait beaucoup, se réveillant à intervalles irréguliers, parfois confus, parfois lucide, mais toujours quand il ouvrait les yeux, il cherchait Hélène, et elle était toujours là, assise sur la chaise à côté du lit, lui tenant la main, lui lisant les livres qu'ils avaient achetés au quartier latin, ou simplement dans un silence partagé.
La troisième nuit, Karim se réveilla à 2 heures du matin, plus alerte qu'il ne l'avait été depuis des jours. Hélène somnolait sur la chaise, mais ses yeux s'ouvrirent instantanément quand il prononça son nom. « J'ai quelque chose à vous dire, » dit-il, sa voix étonnamment ferme. « Avant qu'il ne soit trop tard et que je ne puisse plus former de mots cohérents. » Hélène se déplaça pour s'asseoir au bord du lit, lui tenant toujours la main. « Je vous écoute. » Karim regarda le plafond un long moment, rassemblant courage ou mots, ou les deux. Quand il parla, sa voix était chargée d'une émotion brute. « Quand j'étais enfant, ma mère me disait que la vie se mesurait en moments, pas en années, qu'un seul instant de connexion vraie vaut plus que des décennies d'existence vide. » Il tourna la tête pour la regarder. « J'ai passé 52 ans à prouver qu'elle avait tort, à construire des années, des décennies, ignorant les moments. Et maintenant, à la fin, je réalise que chacun de ces mots était vrai. » Il marqua une pause, respirant profondément, comme si les mots suivants exigeaient un courage physique. « Ces jours avec vous, Hélène, ces quelques jours courts, agonisants de brièveté, ont été plus réels que tout le reste de ma vie combinée. Et je sais que c'est impossible. Je sais que c'est irrationnel, je sais que ça n'a pas de sens, mais je dois le dire avant de ne plus le pouvoir. » Ses doigts serrèrent les siens. « Je me suis profondément attaché à vous, d'une manière que je ne savais pas possible. » Le cœur d'Hélène se serra si fort qu'elle en eut physiquement mal. « Karim. » « Non. » Il l'interrompit doucement. « Laissez-moi finir. Je ne vous demande pas de ressentir la même chose. Je ne vous demande pas de promesses ou d'engagements ou quoi que ce soit au-delà de ce que vous me donnez déjà. J'ai juste besoin que vous sachiez que, pour la première fois de ma vie, je me soucie de quelqu'un plus que de moi-même. Et quand je penserai à ces derniers jours, et je le ferai même de l'autre côté, quel qu'il soit, je penserai à vous, à la femme qui m'a appris qu'il n'est jamais trop tard pour être humain. » Des larmes coulaient librement sur le visage d'Hélène. « Maintenant, vous pensez que je ne me suis pas attaché aussi? Vous pensez que c'est facile pour moi? Je me suis dit que je garderais mes distances, que je serais professionnel, que je protégerais mon cœur. Mais j'ai échoué, Karim. J'ai échoué misérablement, parce que... » Sa voix se brisa. « Parce que vous m'avez fait me sentir vivante à nouveau. Vous m'avez rappelé qu'il y a plus dans l'existence que de simplement survivre. Et maintenant, je vais vous perdre, et ça fera mal d'une manière que je ne peux même pas imaginer encore. » Elle lui tint le visage des 2 mains, mais je ne regrette pas une seule seconde. Karim l'attira vers lui, et pour la première fois leurs lèvres se rencontrèrent, non pas par passion, mais par quelque chose de plus profond. Une connexion, une reconnaissance. 2 âmes solitaires trouvant un réconfort temporaire dans la chaleur l'une de l'autre. Quand ils se séparèrent, tous 2 pleuraient. « Combien de temps encore ?» Karim demanda, et cette fois, il n'y avait pas de peur dans sa voix, juste une curiosité calme. Hélène, qui avait passé sa vie à lire les signes, qui connaissait la mort aussi intimement que d'autres connaissent des amants, le regarda avec des yeux honnêtes et entraînés. « Des jours », murmura-t-elle, « peut-être juste 1 ou 2. » Karim l'écouta comme si elle avait confirmé quelque chose qu'il savait déjà. « Alors profitons-en sans hôpitaux, sans médecins de garde, sans faire semblant qu'il y a de l'espoir là où il n'y en a pas. Juste nous 2. Jusqu'à la fin. » Hélène acquiesça et scella la promesse d'un autre baiser. Dehors, Paris dormait indifférente. La tour Eiffel pulsait sa lumière dorée pour personne. La Seine coulait comme elle avait toujours coulé, indifférente aux vies humaines qui fleurissaient et se fanaient le long de ses rives. Et dans une chambre d'hôtel luxueuse, 2 étrangers qui étaient devenus tout l'un pour l'autre en moins d'1 semaine, se serraient contre l'obscurité qui approchait, sachant qu'elle allait bientôt vaincre, mais refusant de la laisser vaincre sans lutte. Le temps était devenu visible, non plus quelque chose d'abstrait, mais quelque chose qu'ils pouvaient voir s'écouler comme du sable entre des doigts désespérés, et chaque grain était trop précieux pour être gaspillé.